Bonjour. Dans le cadre de la nouvelle matière du CRFPA, droit international et européen, on trouve assez naturellement le droit de l'Union européenne. Alors c'est un droit qui, pas totalement à tort, est un droit qui est souvent considéré comme assez technique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jurisprudence, c'est vrai que le droit matériel qui va être couvert dans le programme, notamment les libertés de circulation, est quelque chose d'un petit peu subtil, d'un petit peu précis, d'un petit peu pointilleux, mais il n'y a rien d'insurmontable en la matière. Et puis au programme, il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus simples à réviser et puis un petit peu plus sympas à connaître dans le cadre d'une culture générale pour comprendre l'actualité. Non pas que connaître les libertés de circulation soit inutile, par exemple, s'y connaître en matière de liberté de circulation des personnes, par les temps qui courent, entre le problème des migrants, le Brexit, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant à savoir. Et puis ça peut servir à un niveau purement personnel quand on a envie d'exercer à l'étranger. Mais focalisons-nous un petit peu sur une partie un petit peu plus amusante du cours, qui est la partie qui ressemble un petit peu à du droit constitutionnel, le droit institutionnel de l'Union européenne. Et prenons-le sous l'angle du Brexit, pour utiliser une actualité pour mettre tout cela en lumière. Le Brexit change l'équilibre des pouvoirs en réalité au sein de l'Union européenne. Alors, pourquoi et comment ? Non seulement parce que le Brexit, dans l'exemple qu'il a placé et dans les négociations de départ qu'il est en train de mener, est en train de rudement secouer l'Union européenne telle qu'elle est en train de faire apparaître des failles et des dissensions à l'intérieur des États membres même, avec des courants internes, des courants politiques internes à un certain nombre d'États membres qui sont séduits par cet exemple du Brexit. Mais au-delà de ça, au sein même de l'Union européenne et au sein même des institutions, ça change la donne. Ça change la donne pourquoi ? Ça change la donne au niveau des votes. En effet, il y a, si on s'intéresse à la procédure majoritaire d'adoption du droit dérivé au sein de l'Union européenne, qui est la procédure de codécision, il y a deux acteurs dans la codécision. Codécision, ça veut dire qu'on décide ensemble. Qui sont les deux acteurs qui décident ensemble ? Eh bien, c'est d'une part le Parlement européen et d'autre part le Conseil des ministres de l'Union européenne. Alors, au Parlement européen, le nombre de députés par État membre est proportionnel à la population de l'État membre. Donc le retrait du Royaume-Uni, qui est un pays plutôt peuplé au sein de l'Union européenne, va laisser un vide d'un grand nombre de parlementaires qui n'auront plus titre à siéger. Et du coup, mécaniquement, cette chute du nombre total de représentants au Parlement européen va renforcer le poids des autres États membres lorsqu'ils votent. Mais comme les votes au sein du Parlement ne se font pas par État membre, mais se font plutôt par parti politique européen, en fait, le Royaume-Uni avait des personnes qui siégeaient dans plusieurs des partis européens, et du coup, ça ne devrait pas modifier trop l'équilibre des pouvoirs politiques au sein du Parlement. Par contre, ça va modifier pas mal de choses au niveau du Conseil des ministres. En effet, depuis peu de temps, puisque c'est le traité de Lisbonne qui a introduit ça et que l'entrée en vigueur s'est faite en 2014, au 1er novembre 2014, la manière de calculer les votes au sein du Conseil des ministres, c'est ce qu'on appelle la majorité qualifiée, et cette majorité qualifiée est calculée non seulement en nombre d'États membres qui votent, c'est-à-dire en nombre de ministres qui votent pendant la réunion sur le texte, mais aussi en termes de population des États membres. Et alors là, pour le coup, on n'est plus dans une hypothèse où les votes se divisent et se dispersent entre plusieurs partis. Il y a un vote par État membre, et donc le vote du Royaume-Uni disparaîtra. Et puis la population est comptée en bloc derrière cette voix unique de l'État membre. Et donc le Royaume-Uni avait une voix, et le Royaume-Uni avait aussi une population importante, puisque le Royaume-Uni, c'est grossièrement, à l'heure actuelle, 13% de la population de l'Union européenne.
C'est-à-dire que c'est, par sa population, le troisième pays le plus important en termes de population et du coup en termes de poids dans les votes. Le pays ayant le plus de poids étant l'Allemagne, avec à peu près 16% de la population de l'Union européenne. Derrière, on trouve la France à environ 13%, un tout petit peu plus que 13%, et le Royaume-Uni était un tout petit peu en dessous de 13%. Suivent ensuite l'Italie, l'Espagne, la Pologne, si on doit citer les plus gros États membres. Et du coup, le fait que le Royaume-Uni se retire, eh bien, ça change les équilibres de pouvoir au sein du Conseil des ministres. La règle de la majorité qualifiée est la suivante depuis 2014. Ça a donc changé à cause du traité de Lisbonne. Pour qu'un texte soit adopté, il faut une majorité qualifiée de 55% des États membres, donc compter un par un. 55% à l'heure actuelle, ça veut dire que sur les 28 États membres, il faut que 16 États membres votent pour un texte pour que le texte soit adopté. Mais en plus de ça, on appelle ça le système de double majorité, il faut que les pays, les États membres qui ont voté en faveur du texte représentent au minimum 65% de la population de l'Union européenne. Et donc on additionne ces pourcentages, on additionne la part de la population de l'Union européenne représentée par chacun des pays qui a voté en faveur d'un texte, et la somme de tout cela doit atteindre 65%. Et du coup, on se rend bien compte que le retrait de l'un des plus gros pays, de l'un des plus gros États membres, avec une grande population, eh bien, va changer les équilibres. Parce que, grossièrement, l'Allemagne, au lieu de peser 16%, à la suite du retrait du Royaume-Uni, va peser grossièrement 18% de la population européenne. La France, au lieu d'être dans les alentours de 13%, va être dans les alentours de 15%. Donc le poids individuel des États membres qui restent est augmenté, et c'est vrai de tous les États membres, mais particulièrement les gros États membres, du coup, vont avoir une prime parce qu'ils atteindront beaucoup plus facilement, en se liguant entre eux, ce fameux seuil des 65%. Notez également qu'il y a un système de minorité de blocage qui est prévu au Conseil des ministres. Ce système de blocage, c'est, d'après l'article 238 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est qu'une minorité de blocage peut se constituer à condition que les pays qui se rassemblent au sein de cette minorité de blocage représentent au minimum 35% de la population de l'Union européenne, plus un pays en extra. Et du coup, cette minorité de blocage de 35%, eh bien, on l'atteint beaucoup plus rapidement si les gros pays, entre guillemets, veulent bloquer une mesure, on l'atteint beaucoup plus rapidement quand l'Allemagne pèse 18% et que la France en pèse 15%, que quand ces pays pèsent environ 2% de moins. Donc, ce retrait du Royaume-Uni et de l'Union européenne va changer considérablement les rapports de force au moment des votes au sein du Conseil des ministres. Et alors du coup, on ne sait pas trop s'il y aura un ajustement institutionnel, c'est possible, mais pour l'instant, les règles de calcul des majorités sont inscrites dans les traités. Vous les trouverez à l'article 16 du traité sur l'Union européenne et à l'article 238 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et du coup, il n'est pas certain que les États membres réussissent à se mettre d'accord sur de nouvelles règles pour une nouvelle majorité qualifiée suite au Brexit. Et donc, si les règles restent telles qu'elles sont, eh bien, les gros pays vont avoir beaucoup plus d'influence au moment des votes au sein du Conseil des ministres. Voilà, c'est ce genre de questions un petit peu à cheval entre politique et droit, un quasi-droit constitutionnel de l'Union européenne que nous allons explorer sur une partie du programme. Alors certes, il y aura des parties plus techniques, plus complexes, mais vous voyez que là, on est dans des choses qui sont non seulement plutôt intéressantes, mais pas très très difficiles à maîtriser. Et donc, il faut bien que vous vous disiez que ce programme de droit de l'Union européenne qui est inclus dans cette matière droit international et européen, c'est quelque chose qui, à condition d'être bien travaillé, et avec l'aide de l'ISP, ne sont pas des choses qui sont insurmontables au moment de l'examen.